Concernant la caractérisation de terroir, à Moulins à Vent, ça faisait déjà un certain nombre d'années qu'on se posait des questions sur notre paysage, sur notre terroir. On avait fait une première observation il y a déjà presque une dizaine d'années sur des profils. Mais on reviendra après techniquement sur des profils qui étaient plutôt des profils agronomiques que réellement pédologiques comme on les fait maintenant, comme on en a tous fait dans nos écoles d'agriculture, et qui n'avaient pas forcément abouti ou qui avaient abouti à une constatation un peu en demi-teinte en disant effectivement il semblerait qu'on ait tous les mêmes sols. On va s'apercevoir qu'on a des choses nettement différentes. Donc effectivement les viticulteurs du Cru Moulins à Vent avaient cette envie d'aller plus loin dans la connaissance de leur terroir, de se poser un peu plus de questions et d'avancer. C'est vrai qu'on est depuis longtemps identifié avec des climats chez nous. Donc on travaille beaucoup avec des climats, on travaille beaucoup en isolant les différentes parcelles des différents climats. Et donc on en est venu à cette caractérisation de terroir et de choisir, de partir. Alors quand je dis on, là la réflexion elle est déjà plus au niveau du Cru Moulins à Vent, mais elle est bien au niveau de l'ensemble de l'ODG des crus, et de partir sur une réflexion très scientifique, c'est-à-dire d'avoir réellement des bases de travail scientifique pour effectivement essayer d'avancer sur ce terroir. Donc un comité de pilotage s'est constitué, donc avec l'ensemble des membres de l'ODG des crus, mais je laisserai plus Pierre en parler. Et, pardon, François, autant pour moi. François en parlait parce que c'est lui justement qui manage ça au niveau administratif. Et le choix n'était pas forcément au départ très identifié. Maintenant, on commence à avoir un cadre qui se met en place progressivement et de s'apercevoir qu'effectivement, quand on parle de terroir, on a vite fait aussi de parler d'études géopédologiques, d'histoire, de parler de géographie, de parler de paysage, et on voit au fur et à mesure que le dossier avance, il est très complexe, mais qu'à chaque instant, tous les vignerons en récupèrent des éléments forts. Et donc nous, on a fini la phase géopédologique et on s'aperçoit qu'on est demandeur. On l'a fait récemment lors d'une réunion collective à Moulins à Vent pour aller plus loin, pour mieux connaître nos sols, mais aussi étudier toutes ces études qui sont faites, pour plutôt utiliser toutes ces études qui sont faites pour que, à titre individuel, au niveau de la communication, alors au niveau de la connaissance des terroirs, pour mieux faire des vins et faire des vins autres, adaptés à la clientèle, ou faire des vins de terroir, suivant notre choix et notre décision commerciale, et puis également pour pouvoir mieux communiquer avec. Mais bon, je y reviendrai. Donc je propose de laisser la parole à François, qui va vous présenter au jour d'aujourd'hui le projet dans son ensemble. Oui, donc effectivement, le comité de pilotage s'est constitué fin 2009, puisque l'étude sur Moulins à Vent a commencé à peu près à la même date. Donc c'est un comité de pilotage qui regroupe à la fois la SICAREX IFV, la Chambre d'agriculture, donc l'Union des vignerons, Inter-Beaujolais, puisque c'est Inter-Beaujolais qui porte le dossier financièrement, et les organismes, les cabinets auxquels on s'est associé, donc le cabinet Sigal, avec Isabelle Le Tessier sur la partie sol, et Bruno Rivier, qui est lui aussi qui travaille à titre indépendant sur l'accompagnement des vignobles et des vignerons sur l'aspect terroir. Alors c'est lui d'ailleurs qui est le référent technique de l'ensemble de l'étude sur le Beaujolais. Donc le premier aspect que l'on a abordé, c'est effectivement l'étude des sols. Pourquoi ? Parce qu'on avait la méthodologie grâce au cabinet Sigal, une méthodologie éprouvée depuis 20 ou 30 ans. Isabelle reviendra dessus. Donc c'était le plus simple à mettre en œuvre. Mais en parallèle, on a tout de suite souhaité élargir le travail à l'ensemble des points qui constituent la définition du terroir, notamment aussi l'aspect climatique et l'aspect aussi historique, et à travers l'aspect historique, les pratiques.
Sur l'aspect climatique, aujourd'hui, je ne vous cache pas que c'est le point sur lequel on patine le plus, puisque c'est extrêmement complexe à aborder. Le Beaujolais, si vous regardez au niveau macro, au niveau sa géographie globale, n'a pas de réelle différence climatique du nord au sud. Si on prend la station, à la limite, il y a moins d'écart entre la station du sud Beaujolais et celle du nord qu'entre celle qui va être située au centre et celle du nord, en gros, pour faire simple. Donc, une fois qu'on a dit ça, à la limite, on n'a rien apporté. Par contre, il y a un gradient, notamment est-ouest, très important, et un effet du relief qui du coup influe énormément le mésoclimat. Donc c'est aujourd'hui un peu, on souhaite développer cet axe-là, mais je vous cache pas que pour l'instant on en est qu'aux prémices. Donc on a décidé de s'appuyer notamment sur les logarithmes qui vont pu mettre en place. Tu as une présentation dans ce niveau ? Ah, très bien, très bien. Donc c'est Morla, c'est ça, qui a mis en place ces logarithmes-là sur lesquels on souhaite travailler. On a fait aussi un rapprochement avec le réseau Maturité, qui alors là par contre est une source d'information extrêmement précieuse et unique, parce que c'est vraiment le vignoble Beaujolais a mis en place cet outil-là il y a déjà fort longtemps, et c'est vraiment une donnée sur laquelle on peut s'appuyer. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, parce que ça c'est vraiment un point qu'on aborde tout juste. Donc le travail qui a été entrepris en Val-de-Loire, donc il y a à la fois la caractérisation des sols, c'est cette carte où ce que vous expliquera Isabelle, son travail, précisément décrire les sols et surtout les horizons inférieurs pour comprendre la culture, enfin comment se comporte la vigne sur ces différents types de sols qui sont très diverses, aussi en Beaujolais. Sur la partie météo, climatique que vous a expliqué François, l'idée c'est pas de décrire le temps qu'il fait en Beaujolais, mais essayer d'avoir aussi des cartes conseils que vous puissiez utiliser vous pour caractériser vos parcelles de vos domaines, ou à l'échelle d'une coopérative avoir un degré, une classification de ces parcelles pour envisager un zonage, des vinifications issues de ce zonage, ce qui a été fait notamment en Ardèche. Donc l'idée c'est d'avoir, je vais y arriver, des cartes sur... ce qui compte aussi, c'est la réserve en eau des sols, mais ça c'est la partie description du profil et des différents types de sols. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir des cartes de précocité. Donc après il faudra, ça c'est la théorie, donc en croisant les données météo avec certaines données de logiciels et de SIG, et donc valider ça après avec les contrôles MATU que l'on peut faire un peu partout en Beaujolais pour vérifier que la prédiction elle correspond à la réalité, et donc on pourra donc avoir des cartes de prédiction de la précocité des parcelles à l'échelle beaujolaise. Voilà. D'autres facteurs importants, c'est aussi sur la partie contrainte hydrique. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, on n'était pas trop contraints, nous, en Beaujolais, puisque la pluviométrie estivale était assez bien répartie. Il y avait suffisamment d'eau. Il y a des changements climatiques actuellement qui touchent plutôt la température que la pluviométrie. On a des exemples récents, comme le millésime 2011, où on a vu quand même des parcelles qui ont fortement souffert de la contrainte hydrique. Et donc ça permettrait aussi de voir et de situer sur ces parcelles, sur les zones beaujolaises, quelles sont les zones à risque de ce point de vue-là, pour ensuite adapter le conseil viticole, limiter les enherbements peut-être sur ces parcelles-là, même si on en a déjà une petite idée des parcelles sur lesquelles il faut être souple et léger sur l'enherbement. Il y a aussi la partie porte-greffe. Donc c'est vrai que ce qu'il y a dans le sol, c'est le porte-greffe. Donc l'adaptation des cartes d'adaptation du porte-greffe en fonction des caractéristiques du sol que l'on connaît sur la partie hydrique, sur la partie alimentation azotée, matière organique. C'est des choses que l'on pourra faire de manière assez précise, si tant est qu'on arrive à vérifier la vérité de ces cartes ensuite sur le terrain. Voilà. Pour la partie météo, c'est plus des modèles prédictifs qu'il faudra valider dans les années qui viennent. Donc tout ce travail sera issu de la partie caractérisation des sols
que va vous présenter maintenant Isabelle, peut-être. Voilà, donc là, écoutez, je sais depuis 10 minutes qu'on doit présenter quelque chose, donc je ne peux pas m'appuyer comme d'habitude sur des belles présentations qu'on fait avec les cartographes. Donc là, on est 5, un bureau d'études, vous avez les 4 prospecteurs qui sont à la dernière rangée. Donc effectivement, nous, aborder le sol, ça paraît comme ça évident qu'il faut le faire. En fait, c'est très compliqué. Bon, le sol, ça se voit pas et ça change énormément. Les vignerons qui sont là savent que c'est très rare d'avoir des parcelles parfaitement homogènes au point de vue du comportement, et souvent ce comportement est hétérogène à cause du sol. Donc on peut faire de la prospection à l'intérieur de façon assez dense. On n'aura jamais une carte parfaite du sol. On peut faire aussi beaucoup de profils, et c'est ce qu'on fait, hein. Donc on a une densité d'observation qui est assez importante, puisqu'on fait un profil pour 20 hectares. Donc un profil, c'est un tractopelle dans les vignes qui fait des trous jusqu'à 2 mètres, quoi. Donc c'est quand même assez invasif, hein. Mais enfin, ça se passe très bien, parce qu'en fait, on profite de ce travail pour faire tout un travail de formation, d'information, de mise en connexion des réseaux de tous les gens qui travaillent autour du Beaujolais, que ce soit l'IFV évidemment, mais les chambres d'agriculture. On invite un maximum de gens, parce que quand on a des profils ouverts jusqu'à 2 mètres, ce qui est rare, quand on peut voir dans la matinée à peu près tous les sols différents d'une même commune ou d'un même cru ou d'une même appellation, ça permet effectivement de comparer et d'asseoir des raisonnements de façon bien plus concrète et pratique que toute la théorie que vous avez dû voir en tant qu'élève ou en tant qu'ancienne élève d'école d'agriculture, où la pédologie, ça peut rester très très théorique et assez ennuyeux. Mais quand on voit vraiment beaucoup de profils et qu'on peut les comparer aux mêmes saisons, après les mêmes pluviométries, on a quand même une vision qui est quand même beaucoup plus concrète. Bon, il n'empêche que, contrairement à ce qu'on peut faire en œnologie, par exemple, vous prenez un échantillon dans une cuve, voilà, votre échantillon il est représentatif. Le sol, c'est pas du tout comme ça. C'est un milieu qui est hétérogène, qui est extrêmement changeant et qui a des propriétés qui sont hyper compliquées à modéliser ou à reproduire ou à mesurer. Rien que de mesurer des éléments dans un sol, c'est déjà très artificiel. Parce qu'il faut préparer l'échantillon, il faut le broyer, il faut le sécher, il faut utiliser des extractifs il y a des fois pour le faire, il y a 5 ou 6 extractifs différents. Hein. Donc c'est un milieu qu'il faut reconnaître comme étant compliqué, qui a une histoire de plusieurs millions d'années. Donc il faut, on s'attaque à quand même un gros morceau. Mais je pense que en fait ça se passe très bien depuis qu'on a commencé à travailler, parce qu'il y a une bonne dynamique, il y a un bon intérêt des gens. C'est vrai que le Beaujolais, on a commencé à travailler à Moulin-à-Vent, c'était la partie plutôt nord des crues. On a filé vers le sud, donc on commence à travailler un petit peu partout. On a fait à peu près les 2/3 du travail de prospection sur les crues. Quand je vous disais un profil pour 20 hectares, c'est aussi un sondage pour 1 hectare et demi, hein, avec toutes les observations d'affleurement. Donc c'est un travail de fourmi, c'est un travail assez long, quand on n'aime pas ça, ça peut paraître horrible. Par contre, en fait, nous, c'est comme un travail d'enquête, quoi. Donc, petit à petit, on met des pièces de puzzle ensemble, et c'est très satisfaisant, parce qu'on sent qu'on arrive à montrer des choses qui n'avaient pas été vues, qui ne peuvent pas se voir autrement qu'en voyant beaucoup de profils et qu'en ayant plusieurs représentants d'un type de sol, parce qu'il y a des tas de variantes. Mais après, on peut regrouper en fait des choses qui se ressemblent et dire, les sols sur granit dans des situations convexes avec des pentes de 25%, telle couleur, on va avoir telle liaison avec des propriétés profondes du sol. Voilà. Donc, je ne vais pas insister beaucoup plus longuement. C'est vrai qu'il y a une dynamique de formation des vignerons auquel on tient beaucoup, qui sinon ne pourrait pas se faire, quoi. On parle du nord aux gens du sud, on parle du sud aux gens du nord. Il va y avoir pas mal d'idées reçues qui vont être précisées, où on va voir que le Beaujolais, il y a beaucoup de subtilité en fait. C'est vrai qu'il y a des grands ensembles, il y a le Beaujolais sud, il y a les crus, et il y a les coteaux, et il y a les pas coteaux. Mais en fait, on va arriver à beaucoup de subtilité et de précision dans la description des sols, quoi. Mais bon, c'est un travail qu'on doit harmoniser. C'est pour ça que on sort des cartes provisoires, parce que tant qu'on n'a pas effectivement tout vu sérieusement, on ne peut pas prévoir une légende qui soit harmonieuse et qui soit homogène et qui sera constante dans le temps, puisque là, on découvre encore un petit peu des choses sur des secteurs qu'on n'avait pas abordés jusqu'à maintenant. Donc
il faut un petit peu de patience. Je sais que Denis est très, très impatient. Mais voilà, il faut se dire que nous, on est à l'amont de tout ce qui s'est dit ce matin, en fait, des applications agronomiques, de la biodiversité. Déjà, le sol détermine en soi des biodiversités différentes. Entre un sol acide, sableux, un sol argileux, vous n'aurez pas la même faune, vous n'aurez pas les mêmes insectes, pas les mêmes fleurs. Donc évidemment, si on ne comprend pas tout ça au départ, eh ben, les choses ne se raccordent pas forcément bien. Donc on est profond, on est invisible, on se salit, mais enfin en même temps, on touche un petit peu à tous les domaines et on espère pouvoir aussi permettre aux gens comme ça de discuter ensemble autour des trous, quoi. Voilà. Donc s'il y a des questions précises, bon, c'est un peu général ce que j'ai dit, mais n'hésitez pas à poser des questions précises. Oui, donc vous avez compris que on a beaucoup évolué depuis effectivement de 2009 et qu'aujourd'hui c'est un vrai projet pour l'ensemble du Beaujolais, les crus du Beaujolais, le Beaujolais, le village et le Beaujolais, puisque maintenant des prospections sont même faites sur Thésée. Et je crois que c'est prévu dans la semaine dans Vaud, Péréon et voire un peu plus au sud encore. Donc les crus du Beaujolais sont faits en termes d'analyse géopédologique quasiment à plus de 60% maintenant. Régnier et Chirouble, Saint-Amour arrivent doucement. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment inscrit dans une perspective d'une dizaine d'années pour apprendre à connaître nos terroirs. Et vous avez bien compris, il a été dit, l'impatience des vignerons, puisque quand on commence à toucher effectivement les travaux qui sont faits par Sigal ou voir les travaux historiques et climatiques, les vignerons sont très demandeurs et on s'aperçoit, nous on le voit déjà dans les communications des vignerons, je dirais à titre individuel, déjà les communications ont changé, déjà on parle différemment de nos sols, on l'introduit dans notre communication générale et c'est vrai que même les gens vont presque plus vite que la musique ont déjà commencé à réfléchir par rapport à leur vin, parce que le produit reste le produit final qui nous intéresse, c'est le vin. Et effectivement, on voit des évolutions dans des vins différents proposés sur les cartes. Et donc, c'est vraiment un projet d'avenir qu'on veut évolutif. Peut-être préciser sur l'aspect historique, puisqu'on n'en a pas parlé. Donc l'aspect historique, on a décidé de commencer par une étude très poussée sur Fleury. Donc c'est une post-doctorante qui travaille, qui a bientôt terminé son travail. Alors l'idée c'était d'étudier l'évolution du cadastre de 1830 jusqu'à nos jours, pour essayer de comprendre la formation de la valeur, c'est-à-dire comment à travers la notation des parcelles, déjà à travers la localisation des parcelles de vignes, avant et après le phylloxéra notamment, à travers aussi le passage d'une exploitation, d'une parcelle d'une exploitation à une autre, ou au contraire des parcelles qui vont toujours rester sur la même propriété, à travers aussi la notation fiscale des parcelles, puisqu'on voit une évolution entre le 19e et la deuxième partie du 20e siècle sur la notation fiscale qui s'affine en fait et qui donne une valeur à la parcelle. On essaye de comprendre comment, en fait, on part d'un postulat, c'est que la valeur d'un terroir, elle se fonde pas uniquement sur des critères objectifs tels que tous ceux qu'on vient d'évoquer, climatiques, pédologiques, etc. Elle se fonde bien sûr sur les pratiques, mais aussi sur l'influence ou sur les relations de pouvoir ou de confrontation d'un domaine par rapport à un autre, etc. Et ça, c'est une dimension importante qu'on a, alors qui est délicate à aborder, puisque forcément derrière il y a des histoires familiales, etc. C'est presque tout aussi délicat que la pédologie quand on commence à creuser, parce que c'est vrai que la pédologie, on trouve aussi des choses parfois qui peuvent choquer ou en tout cas transformer les discours. Mais on a décidé donc de creuser vraiment à fond sur Fleury, et ensuite, une fois qu'on aura une méthodologie, d'essayer là aussi de la reproduire sur l'ensemble du vignoble. Alors il y a déjà de nombreuses études historiques qui ont été faites, qu'il faudra répertorier, mais là l'axe est bien celui que je viens de vous donner, avec en même temps une étude toponymique, c'est-à-dire des noms de lieux, de l'évolution de ces noms, ce qui nous permettra là aussi, puisqu'on n'en a pas parlé mais il faut quand même l'aborder, d'abonder de notre dossier climat, et donc pourquoi pas un jour premier cru éventuellement. Voilà, mais bon, voilà, plus long terme.
Donc voilà pour ces aspects-là. Alors il se trouve que dans le cadre de l'étude historique, ça me permet de peut-être faire le lien avec, avec les paysages. On a créé un partenariat avec le laboratoire d'études rurales de l'Université de Lyon 2 qui en fait regroupe un certain nombre de chercheurs tant en histoire et également en géographie. Et au niveau de la géographie, donc on travaille avec Claire Delfos et on a un certain nombre d'étudiants qui ont déjà beaucoup travaillé sur le vignoble, notamment dans le cadre de Fontevraud. Alors vous savez, mais si vous ne le savez pas, je le rappelle, que le pays des Brouillis, donc Brouilly et Côte de Brouilly, avec les 6 communes de ce pays, ont signé officiellement leur adhésion à la charte de Fontevraud. C'était au mois de septembre, après un travail de plus de 2 ans. C'est une reconnaissance importante, une fois de plus, pour le vignoble beaujolais, parce que c'est un réseau international qui a une reconnaissance également par l'OIV, qui est géré animé par l'IFV, et qui permet de mettre en avant en fait la valeur paysagère d'un territoire, mais plus que la valeur du paysage à l'instant T, la dynamique de valorisation de ces paysages. Et donc on a décidé, à l'instar du pays des Brouillis, en fait, de reproduire la méthodologie sur l'ensemble du Beaujolais. Donc c'est une étude là qui a commencé à la fin de l'année 2011. Donc on va avoir un premier bilan d'ici 1 mois. Pour de la même manière, alors la méthodologie elle est simple. Au départ il y a toujours un diagnostic. Mais ça, des diagnostics, notamment des diagnostics paysagers, il y en a un certain nombre en Beaujolais, parce qu'on est assez professionnel des diagnostics en Beaujolais. Par contre, l'idée, et je le dis tout de suite, ce sera d'aller au-delà du diagnostic et de mettre vraiment en place les actions qui auront été identifiées. Voilà. Donc ça aura cours dès la fin 2012 et ensuite dans les années qui viennent. Et c'est une autre dimension, alors qu'on intègre de plus en plus en viticulture, mais de la notion de terroir, que cette notion de paysage. Donc vous voyez, ça vient totalement en complément, avec toujours de manière sous-jacente, premièrement la connaissance, pour ne pas rester dans la magie de l'AOC, mais dépasser cette magie pour comprendre comment elle opère, etc. Donc toujours cet aspect de connaissance. Le deuxième aspect, qui est bien sûr l'appropriation pour améliorer les techniques, et en matière paysagère pour simplement préserver, améliorer, etc. Et enfin, tout ça pourquoi ? Pour valoriser, à travers la valorisation, forcément il y a l'aspect commercial et mieux vendre. Plus vendre et mieux vendre. Voilà. Oui, vous avez bien compris qu'on est parti de base scientifique et petit à petit, on va vers notre produit, on va vers les vins. Et derrière, effectivement, il y a l'image commerciale. Parce que je suis tout à fait confiant et serein qu'on a de merveilleux paysages, on a un terroir ou des terroirs exceptionnels. L'avantage, c'est qu'on a une grande diversité de terroirs, même sur une seule appellation. Et c'est vrai que c'est pas très facile à défendre dans la notion de l'INAO et de l'AOC. Hein, c'est vrai qu'on imagine un peu trop facilement, je dirais, d'avoir une AOC qui soit unique, mais vous savez tous que dans nos appellations, en fait, on a une grande variété. Il y a même un travail important qui a été fait sur Fleury, sur la typicité des vins, et pour s'apercevoir qu'il y avait une grande typicité au travers d'une appellation. Et cette grande typicité, elle existe aussi au travers de nos terroirs. Donc c'est important de connaître ça, mais le but, c'est bien de valoriser nos produits à la fin pour mieux gagner notre vie.